Lucas Dubois agonisait sur le pavé d'une ville animée du Val-de-Loire, dans l'indifférence générale. À 34 ans, ce président-directeur général venait de voir s'évaporer 50 millions d'euros dans une réunion catastrophique. Sa mère se trouvait en unité de soins intensifs, USI, suite à un AVC foudroyant. Et à présent, c'était son propre corps qui lâchait prise, cédant après des mois d'un stress incessant. Le monde se mit à tanguer. Sa vue se voilà. Et puis, l'impact brutal du sol. La foule pressée se bousculait autour de lui. Quelques-uns jetèrent un œil, mais aucun ne s'arrêta. Il n'était, après tout, qu'un homme en costume de plus gisant dans la rue, sans doute un ivrogne. Ce n'était pas leur affaire. Une fillette de 7 ans, cependant, perçut une autre réalité. Manon Leroy était en pleine contemplation de papillons dans le parc quand le son mat d'une chute lourde attira son attention. Ses grands yeux bleus s'écarquillèrent lorsqu'elle vit l'homme s'écrouler. Sans une seconde d'hésitation, ses petites jambes la propulsèrent vers lui. Sa robe rouge virevoltait alors qu'elle s'agenouillait près de l'inconnu, le cœur battant à tout rompre, mais les mains étonnamment fermes. « Monsieur, monsieur, réveillez-vous. » Sa paume minuscule se posa sur sa poitrine. Il respirait. C'était une bonne chose. Maman lui avait toujours dit que la respiration était ce qu'il y avait de plus important. Avec des doigts tremblants mais résolus, Manon saisit le téléphone de l'homme, tombé à ses côtés, et composa le 15, SAMU. Il y a un monsieur qui fait la sieste par terre et qui ne se réveille pas. Il faudrait une ambulance. Ce que Manon ignorait, c'était qu'elle venait de sauver la vie de Lucas Dubois, le PDG millionnaire. Et ce que Lucas ignorait encore, c'était que cette petite fille intrépide aux yeux bleus et à la robe rouge était sa propre fille. L'enfant dont il n'avait jamais soupçonné l'existence. L'enfant issu d'une nuit magique 8 ans plus tôt, avec une femme nommée Chloé qu'il croyait avoir perdue de vue pour toujours. Mais le destin en avait décidé autrement. Et tout avait commencé parce qu'une enfant avait jugé qu'un inconnu valait la peine d'être secouru. La canicule d'août qui s'abattait sur la ville animée du Val-de-Loire était suffocante, de celles qui font danser l'air au-dessus du bitume et transforment la ville en un étouffant pénitencier. Lucas Dubois se tenait face aux immenses baies vitrées de son bureau d'angle, au 42e étage de l'immeuble Solution Tech Dubois, observant la cité s'étaler à ses pieds tel un plan en relief. Son reflet dans la vitre lui renvoyait l'image d'un homme paraissant plus vieux que ses 34 ans, des cernes violacées creusant ses yeux bruns, une chevelure en désordre, une mâchoire contractée à s'en faire mal. Son costume italien, d'une valeur supérieure au loyer de la plupart des gens, l'enserrait comme une camisole. Derrière lui, la salle de réunion se vidait. Les investisseurs nippons, menés par un M. Tanaka à la politesse exquise, se retiraient en silence. Nulle poignée de main, nulle promesse de reprise de contact, seulement le cliquetis discret de la porte se refermant. Un son aussi définitif que celui d'un couvercle de cercueil. 50 millions d'euros partis en fumée. Lucas colla son front contre la surface fraîche de la vitre, percevant la sourde vibration de la climatisation de l'immeuble. Son assistante, Valérie Martin, une femme compétente approchant la cinquantaine, qui avait succédé à la fourbe Sandrine Moreau 2 ans auparavant, toqua discrètement avant de pénétrer dans la pièce. « Monsieur Dubois, je suis navré. Puis-je faire quelque chose pour vous ? » Rien. Sa propre voix lui parut vide. « Annulez tous mes rendez-vous de la journée. J'ai besoin de prendre l'air. » Valérie marqua une hésitation. « Monsieur, vous avez la présentation trimestrielle à 15 heures, et le conseil d'administration. J'ai dit de les annuler. » Lucas pivota, et l'intensité de son regard la fit instinctivement reculer. « S'il vous plaît, » ajouta-t-il d'un ton plus las. « Accordez-moi juste quelques heures. » Entendu, monsieur Dubois. Il quitta son propre bâtiment tel un spectre, remarquant à peine les agents de sécurité, la réceptionniste, ou les employés qui s'effaçaient sur son passage. On s'effaçait toujours devant Lucas Dubois. Il était le chef, le PDG, celui qui avait érigé cette société à partir de rien dans le garage maternel 12 ans plus tôt. Il était celui qui devait avoir réponse à tout, celui qui devait être infaillible. Pourtant, à cet instant précis, il se sentait sur le point d'imploser. La fournaise extérieure l'assaillit comme une gifle en sortant sur la rue nationale. Il était 14h30, le soleil tapait fort, et Lucas sentit la sueur perler sur son front et imbiber le col de sa chemise. Il desserra sa cravate, une création de soie bordeaux sensée, selon son conseiller en images,
inspirait confiance et autorité. Elle lui faisait maintenant l'effet d'un garrot. Son téléphone émit une vibration. Lucas le sortit, luttant contre l'éblouissement du soleil pour déchiffrer l'écran. Numéro masqué. Il fut sur le point de rejeter l'appel, mais une impulsion le fit répondre. Lucas Dubois. Monsieur Dubois, ici le docteur Nicolas Garnier, de l'hôpital Trousseau. Le ton était professionnel, mais pressant, celui qu'adoptent les médecins lorsqu'ils veulent capter votre attention sans pour autant déclencher une panique immédiate. Je vous contacte au sujet de votre mère, Monique Dubois. Le cœur de Lucas cessa de battre. Le sol parut se dérober sous ses pieds. La chaleur, le stress, l'échec cuisant de la réunion, tout fusionna en une vague de nausée. Qu'est-il arrivé? Votre mère a été admise aux urgences il y a 3/4 d'heure. Elle a été victime d'un AVC ischémique. Elle est stabilisée et se trouve actuellement en unité de soins intensifs. Cependant, Monsieur Dubois, il est impératif que vous veniez à l'hôpital dans les plus brefs délais. Chaque mot le percutait de plein fouet. AVC. Unité de soins intensifs. Dans les plus brefs délais. Cette dernière expression était le jargon médical pour « la situation est critique, préparez-vous au pire ». J'arrive. J'arrive immédiatement. Lucas se mit en marche, ses jambes le portant machinalement vers le parking situé à 3 rues. Est-elle consciente? Peut-elle communiquer? Elle est sous sédation pour l'instant. Les prochaines 24 heures seront décisives. Je ne peux vous en dire davantage par téléphone, mais Monsieur Dubois, venez préparer à devoir prendre des décisions d'ordre médical. Des décisions d'ordre médical. La vie ou la mort. Cela signifiait que sa mère, cette femme qu'il avait élevée seule après que son père fût parti, qui avait enchaîné 3 boulots pour financer ses études, qui avait cru en lui contre vent et marée, était peut-être sur le point de mourir. Entendu. Je serai là dans 20 minutes. Lucas termina la conversation. Sa main était si tremblante qu'il manqua de lâcher son téléphone. Il resta planté là, sur le trottoir, tandis que la foule s'écoulait autour de lui tel un fleuve contournant un obstacle, essayant de se rappeler la technique de respiration. Inspirer par le nez, expirer par la bouche. C'était le conseil du psychologue qu'il avait consulté 2 fois avant de ne plus donner de nouvelles, maîtriser la panique par la respiration. Mais l'air refusait d'entrer. Sa cage thoracique était un étau, ses poumons semblaient paralysés. Le monde continuait de tourner, la chaleur l'écrasait de tout son poids. Des points noirs dansaient à la périphérie de son champ de vision. Il avança d'un pas, puis d'un autre, mais ses jambes lui semblaient étrangères, comme si elles ne lui appartenaient plus. L'échec de la réunion, sa mère hospitalisée, la pression perpétuelle, les nuits sans sommeil, le fardeau de sa responsabilité envers 200 employés et leurs familles. Tout lui tombait dessus en même temps. Un tsunami de stress, d'angoisse et de fatigue qui montait en lui depuis des mois, voire des années. Lucas sentit ses genoux céder. Il tenta de se retenir, de rester à la verticale, mais son corps avait atteint sa limite. La dernière sensation qu'il eut avant que la conscience ne le quitte fut la texture granuleuse du trottoir se ruant à sa rencontre. Et, dans le lointain, l'écho de rires d'enfants. De l'autre côté de la rue, au parc de la Gloriette, Manon Leroy, 7 ans, vivait un instant de grâce. Les monarques étaient de sortie aujourd'hui. Par dizaines, leurs ailes orangées et noires captaient les rayons du soleil, dans un balai aérien au-dessus des fleurs sauvages près du plan d'eau. Manon adorait les papillons plus que tout. Elle était fascinée par leur fragilité, par leur façon de dériver dans l'air, semblable à de minuscules confettis colorés portés par un courant invisible. « Maman, regarde. Il y en a plein. » Manon fit une pirouette. Sa robe rouge à col Claudine blanc s'envola autour de ses jambes. Ses cheveux blonds, coiffés en 2 couettes, dansaient à chacun de ses mouvements, et ses yeux bleus brillaient d'une joie intense. Chloé Leroy contemplait sa fille avec un sourire où se mêlaient amour et lassitude. À 30 ans, Chloé avait cette beauté naturelle des visages bien dessinés, que le maquillage ne fait que souligner. Mais les ombres sous ses yeux et le pli sévère de sa bouche trahissaient une vie de labeur et de manque de sommeil. Ses cheveux blonds étaient simplement noués en queue de cheval. Elle portait un jean et un t-shirt bleu passé, ayant abandonné sa tenue d'infirmière à l'hôpital en quittant son service à midi. « Je les vois, mon trésor. Ils sont superbes. » Le téléphone de Chloé vibra dans la poche de son jean. En le sortant,
elle vit le nom de Léa s'afficher. Léa Bertrand, une collègue infirmière, avec qui elle tentait d'organiser un échange de garde depuis plusieurs semaines. « Allô, Léa ?» répondit Chloé, sans quitter Manon des yeux. « Tu as pu voir avec le service du planning ?» « Oui, et je crois qu'on va pouvoir s'arranger. » La voix de Léa pétillait. « Si tu prends ma nuit du 15, je peux faire ton week-end du 22. Comme ça, tu pourras emmener Manon à cette sortie au musée des sciences dont elle te parle tout le temps. Ce serait génial. » Elle a fait une croix sur cette date dans le calendrier depuis un mois. Chloé sourit, en regardant Manon qui s'était lancée à la poursuite d'un grand papillon. « Tu es un ange, Léa. C'est normal entre amis. Et puis, tu m'as rendu assez de service. Ta journée de repos se passe bien ? Très bien. On est au parc de la Gloriette. » Manon s'est mis en tête de devenir l'ami de tous les papillons de la région. Léa éclata de rire. « Cette petite a ton grand cœur. Bon, je te laisse, mais je fais la demande d'échange aujourd'hui. Ça devrait être validé d'ici demain. Merci infiniment. Je te revaudrai ça. Tu m'en dois déjà une 50aine, mais on ne compte pas, plaisanta Léa. Embrasse Manon pour moi. » Chloé mit fin à l'appel et leva les yeux vers sa fille. Manon était toujours là, à une dizaine de mètres, accroupie, penchée sur quelque chose dans l'herbe. Chloé s'octroya un instant de répit, savourant ce rare après-midi de congé, la caresse du soleil, le son cristallin du rire de sa fille. Ces moments étaient des trésors, et ils étaient bien trop rares. Son téléphone vibra à nouveau. Un SMS des RH de l'hôpital, cette fois, au sujet de sa couverture santé. Chloé soupira et se mit à taper une réponse. Cela ne prit pas plus d'une minute, mais lorsqu'elle releva la tête, Manon avait disparu de son champ de vision. Manon. La voix de Chloé était encore posée, sans panique. Manon avait tendance à s'égarer, facilement captivée par une découverte. Manon, où es-tu passée ? Silence. Chloé se mit debout, scrutant les environs. D'autres familles profitaient du parc, d'autres enfants jouaient, mais aucune petite fille blonde de 7 ans en robe rouge. Manon. Sa voix monta d'un cran, teintée d'anxiété. Chloé se mit à marcher, le cœur s'emballant. Le parc était un lieu sûr, se répétait-elle. Manon savait qu'elle ne devait pas suivre d'inconnus. Mais la ville était grande, et le danger pouvait survenir en une fraction de seconde. C'est alors qu'elle l'entendit. Une petite voix claire, provenant de l'autre côté de la rue. « Maman, je suis en train d'aider. » Chloé pivota vivement dans cette direction. De l'autre côté de la rue nationale, sur le trottoir. Elle aperçut une petite forme rouge, agenouillée près de quelque chose à terre. Quelqu'un. Manon était à genoux près d'une personne étendue sur le sol. Chloé se mit à courir. Elle traversa sans regarder, ignorant la voiture qui la klaxonna violemment. Sa seule obsession était de rejoindre sa fille, de s'assurer qu'elle allait bien. Mais à mesure qu'elle approchait, que l'image devenait plus claire, son univers vacilla. L'homme inconscient sur le trottoir, son costume de luxe chiffonné, une mèche brune barrant son front, son visage livide mais indubitablement reconnaissable, même après 8 années, c'était Lucas Dubois. Chloé s'immobilisa. Le souffle lui manqua. C'était impossible. Absolument impossible. Et pourtant, c'était lui. Elle l'aurait identifié n'importe où, en n'importe quelle circonstance. Lucas Dubois, celui qui lui avait offert une nuit magique 8 ans auparavant avant de s'évanouir dans la nature. L'homme dont elle élevait seul l'enfant. Le père que Manon n'avait jamais connu. Maman. La voix de Manon la ramena à la réalité. J'ai appelé le 15. Le monsieur est tombé et il ne se réveille pas. Son instinct d'infirmière reprit le dessus, balayant le cataclysme émotionnel qui la ravageait. Elle se laissa tomber à genoux près de Lucas, ses mains cherchant machinalement son pouls. Il était fort et régulier sous ses doigts, à la carotide. Sa cage thoracique se soulevait et s'abaissait à un rythme normal. Elle examina ses pupilles avec la mini-lampe stylo qu'elle avait toujours sur elle. Elle chercha des signes de traumatisme crânien, à part une légère éraflure au front. « Tu as très bien agi, mon trésor », parvint-elle à articuler, sa voix à peine tremblante. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Quand as-tu appelé ? Il y a juste 1 minute.
La dame a dit que l'ambulance était en route. Manon lui montra le téléphone de Lucas, qu'elle tenait précieusement. Il va s'en sortir? Il a l'air très malade. Je le pense, ma puce. Il a dû simplement faire un malaise. L'esprit de Chloé était en ébullition, tandis que ses gestes restaient professionnels et automatiques. Quelle était la probabilité? La probabilité statistique qu'entre tous les habitants de cette ville, dans tous les lieux possibles, Lucas s'effondre précisément ici, à l'endroit exact où elle se trouvait? C'était une manifestation du destin, une ironie cosmique, ou une farce de mauvais goût. Au loin, le son des sirènes se rapprochait. Les paupières de Lucas frémirent, mais ne s'ouvrirent pas. Chloé se surprit à détailler son visage, à y déceler les marques que 8 années y avaient laissées. Il semblait plus âgé, plus las. Des rides striaient le coin de ses yeux, et sa mâchoire contractée témoignait d'un stress chronique. Il avait une allure prospère. Épuisé, mais prospère. Pendant qu'elle avait dû doubler ses gardes pour payer le loyer d'un 2 pièces dans un quartier peu recommandable, il avait bâti sa fortune. L'injustice de la situation la saisit à la gorge. L'ambulance arriva, gyrophare tournoyant, et 2 urgentistes en descendirent avec une efficacité routinière. Chloé se présenta comme infirmière et leur livra un bilan succinct. Trouvé inconscient. Semble être une syncope vagale ou liée au stress. Pouls fort, régulier, respiration normale. Pas de traumatisme apparent hormis une coupure superficielle au front. Perte de connaissance depuis environ 3 ou 4 minutes. L'un des urgentistes, un jeune homme au regard doux, sourit à Manon. C'est toi l'héroïne qui a donné l'alerte? Manon opina, partagée entre la fierté et la peur. Il va aller bien? On va prendre grand soin de lui. Tu as été formidable. L'homme se tourna vers Chloé. Vous êtes de sa famille? La question flotta dans l'air. Chloé aurait dû répondre par la négative. Elle aurait dû prendre la main de Manon, tourner les talons et laisser Lucas se débrouiller avec la cause de son malaise. Mais elle croisa le regard de sa fille, ses yeux bleus emplis d'une telle compassion pour un étranger. Elle ne put s'y résoudre. C'est elle qui lui a sauvé la vie, déclara Chloé, d'une voix plus assurée qu'elle ne se sentait. Nous voudrions être sûrs qu'il se rétablit. Ils installèrent Lucas sur le brancard en le sanglant méthodiquement. Chloé et Manon prirent place sur le strapontin de l'ambulance pendant que les urgentistes s'affairaient. L'habitacle sentait l'antiseptique et le vinyle. Des odeurs familières qui d'habitude la rassuraient, mais qui aujourd'hui lui donnaient une sensation d'enfermement. Tandis que l'ambulance s'insérait dans le trafic, sirène hurlante, Lucas commença à émerger. Ses paupières battirent, sa tête pivota légèrement, et un grognement sourd s'échappa de ses lèvres. L'urgentiste réajusta son masque à oxygène et lui parla d'un ton calme et posé. « Monsieur Dubois, vous nous entendez? Vous êtes dans une ambulance. Vous avez fait un malaise dans la rue. Nous vous conduisons à l'hôpital Trousseau. » Les yeux de Lucas s'ouvrirent doucement, le regard d'abord perdu, clignant face à l'éclairage brutal de l'ambulance. Puis son regard se fit plus net, balayant le petit espace, l'urgentiste, le matériel, pour finalement se fixer sur le strapontin où Chloé était assise, Manon sur ses genoux. Chloé vit la réalisation le frapper comme une décharge électrique. Ses yeux s'agrandirent, ses lèvres s'entr'ouvrirent, son corps entier se crispa. Il tenta de se redresser, mais l'urgentiste le maintint doucement allongé. « Monsieur, restez calme. Vous avez perdu connaissance. » Mais Lucas ne regardait plus l'urgentiste. Son regard était rivé sur Chloé. Elle vit une cascade d'émotions déferler sur son visage en quelques secondes, le choc, l'incrédulité, la confusion, et quelque chose qui tenait soit de la joie, soit de la terreur. Ses lèvres articulèrent son prénom en silence. Chloé. Puis son regard glissa vers Manon, la voyant réellement pour la première fois. Chloé le regarda analyser ses cheveux blonds, ses yeux bleus, les traits de son visage. Elle assista au moment précis où son esprit cartésien se mit à faire le calcul, à remonter le temps, et elle vit la question se dessiner dans ses yeux avant même qu'il ait pu la formuler. Mais avant qu'un mot ne soit prononcé, les yeux de Lucas se révulsèrent et il perdit à nouveau connaissance. « Maman, pourquoi il t'a regardé comme ça ?» chuchota Manon, sa petite voix se frayant un chemin à travers le vacarme de la sirène et le bip des appareils. « Tu le connais ?» Chloé avait la gorge si nouée qu'elle peinait à parler. « Oui, mon trésor.
Je l'ai connu il y a très longtemps. C'était un ami? Une question si simple. Une réponse d'une complexité abyssale. Chloé serra Manon plus fort contre elle, humant le parfum de fraise de son shampoing, tentant de s'ancrer dans l'instant présent, dans la réalité tangible de son enfant dans ses bras. Un peu comme ça, murmura Chloé. C'était tout ce qu'elle pouvait dire. À l'hôpital Trousseau, Lucas fut emmené directement aux urgences. On dirigea Chloé et Manon vers une salle d'attente pendant que l'équipe médicale prenait le relais. Ce lieu lui était familier. Cet hôpital. Chloé y avait fait d'innombrables vacations, elle en connaissait les moindres recoins, et une partie du personnel. Mais aujourd'hui, tout lui semblait étranger, hostile, comme si elle avait basculé dans une dimension parallèle où sa vie si précautionneusement bâtie menaçait de s'effondrer. « On peut attendre pour lui ?» demanda Manon, s'installant sur une des chaises en plastique inconfortable et agitant les jambes. « Je veux être sûr qu'il se réveille bien. » D'accord. Chloé aurait voulu dire non. Elle aurait voulu empoigner la main de Manon et fuir, s'éloigner le plus loin possible de Lucas Dubois avant qu'il ne reprenne ses esprits et n'exige des explications qu'elle était incapable de fournir. Mais Manon la fixait avec un tel espoir, une sollicitude si pure pour cet inconnu qu'elle avait secouru. Et Chloé n'avait jamais su rien refuser à sa fille. « On va attendre un peu », concéda Chloé, s'asseyant à côté de Manon et sortant son portable pour prévenir Léa qu'elle risquait d'être en retard pour leur dîner. Les minutes s'étirèrent, interminables. Manon se plongea dans un livre de coloriage de la salle d'attente, fredonnant un air pour elle-même. D'autres patients allaient et venaient. Chloé observait l'horloge murale, chaque seconde qui passait martelant sa poitrine. Que lui dirait-elle? Comment justifier 8 années de silence? Et surtout, lui devait-elle la moindre justification? C'était lui qui avait coupé les ponts, qui avait ignoré ses appels et ses emails, la laissant seule, enceinte et morte de peur. Pourtant, cette pensée était aussitôt assaillie par le doute. L'expression de Lucas dans l'ambulance, ce regard de pur choc et de confusion en la voyant. Ce n'était pas le visage de quelqu'un qui l'avait sciemment abandonné. C'était celui de quelqu'un qui voyait une apparition. 2 heures s'écoulèrent. Manon commençait à trouver le temps long et à réclamer à manger, quand un médecin apparut enfin. Un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux poivrés sel et au visage marqué par la fatigue. La famille de Lucas Dubois? Chloé se leva, entraînant Manon. C'est nous qui avons appelé les secours. Comment va-t-il? Le médecin adressa un sourire bienveillant à Manon. Grâce à la présence d'esprit de cette jeune fille, il s'en sortira très bien. Monsieur Dubois a fait une syncope aiguë due au stress, un simple évanouissement provoqué par une grande tension. Il souffre également de déshydratation sévère et de surmenage. Nous faisons des examens complémentaires pour écarter tout problème cardiaque, mais les premiers résultats indiquent que c'est l'accumulation de fatigue physique et nerveuse qui a provoqué le malaise. On peut aller le voir? Demanda Manon avant que Chloé ait pu réagir. Je veux lui dire que tout va bien. Le médecin consulta Chloé du regard, qui acquiesça à contre-cœur. Une courte visite ne lui fera pas de mal. D'ailleurs, il demande à voir la petite fille qui l'a sauvée. C'est la chambre 304, dans le service d'observation. Le cœur de Chloé s'emballa tandis qu'elle guidait Manon à travers les couloirs familiers de l'hôpital. Elle les avait arpentés si souvent, mais jamais ils ne lui avaient semblé si longs, si angoissants. Devant la porte de la chambre 304, elle marqua une pause, la main crispée sur la poignée. « Maman, tu trembles ?» remarqua Manon avec la finesse d'une enfant habituée à décrypter l'humeur de sa mère. « Tu as peur ? » Un peu, mon trésor. Parfois, revoir des gens de son passé, c'est un peu effrayant. Mais il a l'air gentil, et puis il est malade. Il faut être gentil avec lui. La sagesse enfantine. Chloé inspira profondément et ouvrit la porte. La chambre était petite, impersonnelle, dominée par le lit où Lucas était assis, calé par des oreillers. Une perfusion était piquée dans son bras. Le bip régulier des moniteurs rythmait le silence. Il portait une blouse d'hôpital qui le rendait étrangement vulnérable, chose que ses costumeurs de prix n'avaient jamais fait. Mais ses yeux étaient ouverts, vifs, et quand ils se posèrent sur Chloé et Manon, son visage s'illumina. « Vous êtes là ?» dit-il d'une voix rauque, presque incrédule. « Je croyais vous avoir imaginé. »« Bonjour », lança Manon avec entrain, entrant dans la chambre sans la moindre appréhension.
Elle s'approcha du lit avec l'assurance d'une enfant qui n'a pas encore appris à se méfier. Vous êtes réveillé. Je me suis inquiété pour vous, monsieur. Vous avez dormi très, très longtemps. Les yeux de Lucas s'embuèrent de larmes en regardant Manon. Chloé le vit dévorer des yeux chaque détail du visage de sa fille. Et elle comprit. Elle comprit avec une certitude absolue qu'il voyait la ressemblance, ce menton volontaire qui était le sien. La lumière dans ses cheveux, la forme de ses mains. On m'a dit que c'est toi qui as appelé les secours, dit Lucas, la voix étranglée par l'émotion. Tu m'as sauvé. C'est un acte d'un courage incroyable. Manon haussa les épaules, visiblement flattée. Ma maman est infirmière. Elle m'a appris ce qu'il faut faire. Vous respiriez, donc je savais que vous étiez vivant, mais comme vous ne vous réveilliez pas, j'ai appelé l'ambulance. Ta maman t'a bien éduqué. Le regard de Lucas se leva vers celui de Chloé, et le poids de 8 années de non-dit s'installa entre eux, presque palpable. Bonjour, Chloé. Lucas. Sa voix était plus glaciale qu'elle ne l'aurait souhaité, presque agressive. Je suis soulagé que tu ailles mieux. Pouvons-nous parler? Les mots jaillirent, pressants, désespérés. S'il te plaît. Je sais que je n'ai aucun droit, mais je t'en prie, Chloé, j'ai besoin de comprendre. Comprendre quoi? Les mots lui échappèrent, porteurs de 8 ans de rancœur et de blessures. Tu as eu ce que tu voulais cette nuit-là, et tu as disparu. Il n'y a rien d'autre à comprendre. Manon les observait, son petit visage perplexe. Maman, vous vous connaissez tous les deux? Lucas et Chloé ouvrirent la bouche simultanément, mais une infirmière apparut à la porte avant qu'ils ne puissent dire un mot. Monsieur Dubois, nous avons des nouvelles de votre mère. Elle a repris connaissance et elle demande à vous voir. La métamorphose de Lucas fut instantanée. Un soulagement si intense qu'il en était presque douloureux à voir balaya son visage. Elle est réveillée? Vraiment réveillée? Oui, monsieur. Son état est stable et ses fonctions cognitives ne semblent pas altérées. C'est très encourageant. Lucas tenta aussitôt de se lever, de débrancher les appareils. Il faut que j'aille la voir. Où est-elle? En USI. Mais, monsieur Dubois, vous n'êtes pas en état de... Commença l'infirmière. Peu importe. La voix de Lucas était ferme, mais pas brutale. Ma mère se réveille d'un AVC. C'est tout ce qui compte. Aidez-moi à me lever, ou je le ferai seul. Chloé reconnut cette détermination. Cette ténacité. Elle l'avait vu 8 ans plus tôt, quand Lucas défendait son projet de start-up face à un parterre d'investisseurs dubitatifs, refusant de céder, porté par une foi inébranlable en lui-même. C'était l'une des choses qui l'avait séduite chez lui. Je vais vous aider, s'entendit-elle dire, son réflexe d'infirmière prenant le pas sur ses émotions confuses. Elle s'approcha du lit, débrancha les moniteurs avec dextérité et ajusta la perfusion. Mais en fauteuil roulant. Vous vous êtes évanoui de fatigue il y a moins de 3 heures. Il est hors de question que vous marchiez. Lucas sembla vouloir protester, mais l'expression de Chloé dut le dissuader. L'infirmière amena un fauteuil, et à elles deux, elles y installèrent Lucas sans encombre. On peut venir? Demanda Manon en prenant la main de Chloé. Je veux voir si elle est gentille comme lui. Ma puce, je ne crois pas que... Commença Chloé. S'il te plaît, l'interrompit Lucas, son regard croisant le sien. Elle m'a sauvé. La moindre des choses, c'est de lui présenter ma mère. Et Monique voudra la remercier. Chloé se retrouva donc à pousser le fauteuil de Lucas dans les couloirs de l'hôpital, Manon trottinant à leur côté, racontant l'histoire des papillons du parquet de sa pièce de théâtre de CE1 sur le système solaire. Lucas buvait ses paroles. Ses yeux ne quittaient pas le visage expressif de Manon, comme pour en graver chaque détail dans sa mémoire. En arrivant en USI, l'infirmière de garde reconnut Chloé et leur fit signe d'entrée. La chambre de Monique Dubois était au fond du couloir. À travers la cloison vitrée, Chloé aperçut une femme aux cheveux d'argent, assise dans son lit, l'air fatigué mais l'esprit vif. Lucas entra dans la chambre, suivi de près par Chloé et Manon, hésitantes. « Maman » souffla Lucas, la voix brisée. Il prit la main de sa mère, en évitant les tubes et les capteurs, et la porta à son front. « Tu m'as fait une de ces peurs, mon garçon. » La voix de Monique était faible,
mais chaleureuse, empreinte de cet amour maternel qui surmonte toutes les épreuves. Ne pleure pas. Je suis trop coriace pour me laisser abattre par un petit AVC. Un petit AVC? Maman, tu étais dans le coma quand on t'a amené. Eh bien, je ne le suis plus, et je vais m'en remettre. Les médecins disent que j'ai été prise en charge assez vite pour éviter des séquelles. Le regard perçant de Monique se posa sur Chloé et Manon, restées près de la porte. Et qui sont ces dames? Lucas pivota dans son fauteuil, son regard se posant sur Manon. Maman, je te présente la petite fille qui m'a sauvé la vie. C'est elle qui a appelé le 15 quand je me suis effondré. Sans son courage et sa réactivité, je ne serais peut-être pas là. Le visage de Monique s'éclaira d'une tendresse si sincère que Chloé sentit une partie de la tension en elle se dissiper. Approche, mon trésor. Laisse-moi te voir, mon petit ange gardien. Manon s'avança sans crainte, venant se placer près du lit. Bonjour, je m'appelle Manon. Manon Leroy. J'ai 7 ans et 3/4. Et voici ma maman, Chloé. Elle est infirmière, alors elle sait aussi soigner les malades. Manon, répéta Monique, comme pour savourer le prénom. C'est un très joli nom. Et tu as un grand courage, Manon Leroy. Son regard se tourna vers Chloé, un regard inquisiteur qui mit Chloé mal à l'aise. Merci d'apprendre à votre fille la bonté et l'entraide. Ce sont des qualités qui se perdent. Elle est naturellement bonne, parvint à dire Chloé, la voix enrouée. C'est dans sa nature. L'heure qui suivit se déroula dans une atmosphère étrange. Manon, avec le naturel désarmement de l'enfance, raconta sa vie à Monique. Les papillons, ses livres préférés, les gardes de sa maman à l'hôpital, sa pièce de théâtre où elle jouait Mars parce qu'elle avait une robe rouge, sa meilleure amie qui dessinait si bien les chevaux. Lucas ne perdait pas une miette de son récit, posant des questions, son regard fixé sur Manon. Monique les observait tous, avec la sagacité de ceux qui savent lire au-delà des apparences. Chloé vit le moment précis où Monique assembla les pièces du puzzle. Ce fut lorsque Manon inclina la tête en réfléchissant à une question de Monique. Le geste était en tout point identique à celui de Lucas, une coïncidence impossible. Les yeux de Monique s'agrandirent à peine, son regard naviguant de Lucas à Chloé. Une succession rapide d'émotions traversa son visage, le choc, le calcul, la compréhension, et enfin, une sorte de joie farouche et protectrice. Lucas, dit doucement Monique, interrompant le récit de Manon. Peux-tu aller me chercher de l'eau à la fontaine? La glace a complètement fondu. Maman, je peux. S'il te plaît, mon fils. J'ai besoin d'eau bien fraîche. Tu me connais. Lucas parut perplexe, mais il obéit, manœuvrant son fauteuil vers la sortie. Dès qu'il fut assez loin, le regard acéré de Monique se posa sur Chloé. Quel âge a votre fille, déjà? Le cœur de Chloé manqua un battement. 7 ans. 7 ans, répéta Monique. Et Lucas en a 34. Ce qui veut dire qu'il y a 8 ans, il en avait 26. Elle marqua une pause, laissant les chiffres parler d'eux-mêmes. Cet enfant a les yeux des Dubois, la mâchoire des Dubois, et cette manie de pencher la tête quand elle réfléchit. Manon, absorbée par le coloriage qu'une infirmière lui avait donné, ne se rendait compte de rien. Chloé se sentit prise au piège. Je ne. Le sait-il? La voix de Monique était douce, mais impérieuse. Chloé fit non de la tête, incapable de parler, les larmes lui montant aux yeux. Avez-vous tenté de le lui dire? Oui. Le mot s'étrangla dans un sanglot. J'ai essayé pendant des mois. Il n'a jamais donné suite. Il m'a bloqué. J'ai cru qu'il ne voulait rien savoir de nous. L'expression de Monique s'adoucit, passant de la suspicion à la tristesse. Ce n'est pas le genre de mon Lucas. Il a bien des défauts, mais il n'est pas cruel. Il n'abandonnerait jamais son enfant. C'est pourtant ce qu'il a fait, rétorqua Chloé avec amertume. Consciemment ou non. Avant que Monique ne puisse répondre, Lucas revint avec une carafe d'eau fraîche. Il sentit immédiatement la tension entre les deux femmes. Un problème? Non, non, répondit Monique d'un ton léger. Mais son regard sur Chloé disait clairement, nous n'en avons pas fini. Manon me parlait de sa pièce de théâtre. L'après-midi s'étira en soirée,
et les néons de l'hôpital prirent le relais de la lumière du jour. Lucas insista pour raccompagner Chloé et Manon à la sortie. Une infirmière l'installa dans un fauteuil roulant, le débrancha temporairement des moniteurs et l'autorisa à faire quelques pas. « Tu devrais te reposer », s'opposa Chloé. « Tu es tombé d'épuisement il y a à peine 3 heures. Je me reposerai après. »« S'il te plaît, Chloé, il faut que je te parle. » Manon était lasse, se frottant les yeux et s'agrippant à la jambe de Chloé. Ils traversèrent lentement les couloirs, Lucas propulsant son fauteuil. Chloé portait Manon, qui s'était endormie sur son épaule, son souffle tiède sur sa nuque. Près de l'entrée de l'hôpital, dans un recoin tranquille, Lucas immobilisa son fauteuil et leva les yeux vers Chloé. L'émotion brute qu'elle lui coupa le souffle. « Je ne comprends rien, » dit-il à voix basse, en désignant l'enfant endormi. « Chloé, cette nuit, il y a 8 ans, elle comptait pour moi. Plus que tout. Je t'ai donné mon numéro, je t'ai dit de m'appeler. Je voulais te revoir. Et puis, plus rien. Tu n'as jamais appelé, jamais envoyé de message. J'ai essayé de te joindre, mes appels restaient sans réponse. Mes messages, non lus. Puis j'ai appris que tu fréquentais quelqu'un d'autre. J'en ai déduit que tu regrettais ce qui s'était passé. » Chloé le dévisagea, abasourdie. « Qu'est-ce que tu racontes, Lucas ? Je t'ai appelé. Des dizaines de fois. Je t'ai envoyé des mails. J'ai même essayé le standard de ton entreprise. Soit ça ne répondait pas, soit on me disait que tu n'étais pas disponible. Tu as bloqué mon numéro. Mes mails me revenaient. J'ai cru. » Sa voix se cassa. « J'ai cru que tu ne voulais plus de moi. » Le visage de Lucas devint exsangue. « C'est impossible. Je ne t'ai jamais bloqué. Je n'ai jamais reçu aucun de tes appels ou de tes mails. J'ai attendu, Chloé. Des semaines durant. Eh bien, moi, j'ai essayé de te joindre, dit Chloé, les larmes coulant sur ses joues. J'ai essayé parce que j'avais quelque chose de crucial à te dire. Quelque chose qui changeait tout. Quoi ? La voix de Lucas était à peine audible. Que devais-tu me dire ? Chloé baissa les yeux vers Manon, endormie dans ses bras, une mèche blonde lui barrant le visage, sa petite poitrine se soulevant au rythme de sa respiration. Quand elle releva les yeux, elle vit que Lucas regardait Manon lui aussi. La regardait intensément, et elle lut la question qui se formait dans son regard. « J'étais enceinte, » chuchota Chloé. « Quand j'ai tenté de te joindre par tous les moyens, j'étais enceinte de ton enfant. » Lucas accusa le cou, comme s'il avait été frappé. Ses mains se crispèrent sur les accoudoirs de son fauteuil. « Enceinte ? » répéta-t-il d'une voix blanche. « Tu attendais mon enfant ? C'est ta fille, Lucas. Manon est ta fille. » Les faits n'auraient pas été plus violents si Chloé l'avait giflé. Lucas ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Son regard oscillait entre le visage de Chloé et celui de Manon, analysant, réalisant, comprenant. « Elle a 7 ans, articula-t-il enfin. 7 ans. 7 ans et 3/4, précisa Chloé avec un sourire triste. Elle y tient. J'ai une fille. La voix de Lucas se brisa. J'ai une fille de 7 ans, et je l'ignorais. Mon Dieu, Chloé. Mon Dieu. Il tenta de se lever, les jambes flageolantes. Chloé crut qu'il allait s'effondrer à nouveau, mais il se retint aux accoudoirs de son fauteuil, le corps secoué de tremblements. Tu dois me croire, dit Lucas avec une intensité désespérée. Je te le jure sur la tête de ma mère, sur ce que j'ai de plus cher, je n'ai jamais reçu tes messages. Si j'avais su pour le bébé, j'aurais été là. J'aurais tout plaqué. Mon père m'a abandonné à 5 ans, Chloé. Il est parti sans se retourner. Je me suis juré de ne jamais être comme lui. Jamais. Chloé avait envie de le croire. La douleur dans sa voix sonnait vraie. Mais 8 années passées à élever Manon seule, à se battre, à cumuler les gardes, à être à bout de force, tout en étant persuadée que Lucas les avait délibérément abandonnés, avait érigé des forteresses qui ne s'abattent pas en une conversation. Je ne sais plus quoi penser, dit-elle avec lassitude. Mais Lucas. Manon ne sait pas que tu es son père. Je lui ai raconté que son papa avait un travail très important au loin. Je ne voulais pas qu'elle se sente rejetée. Alors, pour l'instant,
gardons ça pour nous. C'est une enfant. Il faut qu'on éclaircisse les choses avant de lui dire quoi que ce soit. Lucas sembla prêt à contester, comme si tout son être le poussait à revendiquer sa paternité sur le champ. Mais en regardant le visage endormi de Manon, il acquiesça lentement. D'accord. À ta façon. Mais, Chloé, je veux faire partie de sa vie. J'ai besoin d'en faire partie. Ne me rejette pas, je t'en prie. Je ne le ferai pas, promit elle malgré elle. Mais nous irons doucement, pour elle. Elle lui donna son numéro de téléphone, celui qu'elle n'avait pas changé en 8 ans, et le regarda l'enregistrer. Puis, ajustant Manon dans ses bras, elle s'éloigna dans la nuit tombante, laissant Lucas à l'entrée de l'hôpital, l'air d'un homme dont l'univers venait de voler en éclats. Ce qui était le cas, pour l'un comme pour l'autre. Cette nuit-là, une fois Manon bordée dans leur petit appartement, une fois l'histoire de la princesse et des papillons terminée et la veilleuse allumée, Chloé s'effondra dans sa cuisine exiguë. Elle pleura en silence, les épaules secouées de sanglots irrépressibles. Revoir Lucas, lui apprendre l'existence de Manon, assister à l'effondrement de son monde, tout avait ravivé les blessures. La peur panique de ses 22 ans, seule et enceinte. La honte, lors de son premier rendez-vous prénatal, sans compagnon, sans soutien. L'épuisement d'avoir travaillé jusqu'au dernier jour, par nécessité. Les nuits blanches à se demander ce qu'elle avait fait de mal, pourquoi Lucas avait coupé tout contact. Son téléphone vibra. Un SMS d'un numéro inconnu. Mais pas si inconnu. Chloé. Impossible de dormir. J'ai fouillé mes anciens mails, mes vieux relevés téléphoniques. J'ai trouvé quelque chose. Je peux t'appeler ? Chloé fixa l'écran, les yeux brouillés de larmes. Elle répondit, il est tard. Demain. Mais avant qu'elle ait pu poser le téléphone, il sonna. Le nom de Lucas s'afficha. À l'encontre de sa raison, elle décrocha. J'ai dit demain, commença-t-elle. Je sais, pardon, mais il faut que tu entendes ça. La voix de Lucas était éraillée, comme s'il avait pleuré lui aussi. J'ai retrouvé mon compte mail d'il y a 8 ans. Mon compte perso, avant que mes assistantes ne gèrent tout. Chloé, il y a un dossier caché que j'ignorais. Message filtré. Et tu es dedans. Tous les mails que tu m'as envoyés sont là. Marqués comme lus. Et automatiquement archivés. Chloé se laissa tomber sur une de ses chaises dépareillées. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quelqu'un a mis en place un filtre pour intercepter tes messages. Pour que je ne les voie jamais. Et je crois savoir qui. Qui ferait une chose pareille ? Sandrine Moreau. Mon assistante de l'époque. Elle avait accès à tous mes comptes. Je l'ai licenciée il y a 2 ans pour détournement de fonds, mais ça. Lucas marqua une pause. Je suis en train de lire tes mails, Chloé. Tu as essayé de m'annoncer ta grossesse. Pendant des mois. Et il y a d'autres mails. Que je n'ai jamais écrits. D'un faux compte à mon nom, te disant de cesser de me contacter, que ça ne m'intéressait pas. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Jamais je n'aurais écrit ça. Tu es en train de dire que ton assistante a tout intercepté pour nous empêcher de communiquer. Pourquoi ? Pour quelle raison ? Quand je l'ai confrontée pour le détournement de fonds, elle m'a dit des choses. Qu'elle était amoureuse de moi, qu'elle attendait que je la remarque. J'ai cru qu'elle essayait de me manipuler, de me culpabiliser. Mais si c'était plus que ça ? Si elle nous avait vus ensemble à la conférence, si elle m'avait vu méprendre de toi, et qu'elle avait décidé de se débarrasser de la concurrence ? C'était rocambolesque, digne d'un mauvais film. Mais ça expliquait tout. Le silence de Lucas, les mains retournées, ce sentiment d'avoir crié dans le désert. Je ne sais pas quoi dire, murmura Chloé. Dis que tu me crois. Dis que tu sais que je ne vous aurais jamais abandonné sciemment. Je t'en prie, Chloé, j'ai besoin que tu me crois. Le croyait-elle ? Chloé repensa au Lucas de la conférence sur les technologies médicales, 8 ans plus tôt. Brillant, passionné par son projet de rendre la santé plus accessible. Lui parlant de sa mère et de ses 3 emplois. Se jurant de ne jamais être un père démissionnaire comme le sien. Ce Lucas-là n'aurait jamais agi ainsi. Ce Lucas-là aurait été présent. Je te crois, dit-elle enfin. Mais,
Lucas, ça ne change rien au passé. Ça n'efface pas 8 ans de solitude, de galère, à élever notre fille sans toi. Je sais. Mon Dieu, je sais. Et je ne peux pas réparer ça. Je ne peux pas remonter le temps. Mais je peux être là maintenant. Je peux être le père que Manon mérite, et le partenaire que tu aurais dû avoir, si tu m'en laisses la chance. Ce n'est pas si facile. Je sais. Mais, Chloé, c'est ma fille. Cette petite qui m'a sauvé la vie, qui a appelé le 15 sans ciller, qui a ta bonté et, semble-t-il, mon entêtement, c'est ma fille. Et j'ai déjà perdu 7 ans de sa vie. Je refuse d'en perdre une minute de plus. Chloé ferma les yeux, submergée par la fatigue. Il faut faire les choses correctement. On ne peut pas lui annoncer ça demain matin. Elle a 7 ans, Lucas. Elle ne comprend pas les histoires compliquées des adultes. Il faut qu'elle apprenne à te connaître. Que tu apprennes à la connaître. Et quand le moment sera venu, on lui dira. Ensemble. Dans combien de temps? Je ne sais pas. Quelques semaines, un mois. Le temps qu'elle soit à l'aise avec toi. D'accord, consentit Lucas, malgré une réticence perceptible dans sa voix. À ta façon. Mais, Chloé, je vais me battre. Pour elle, pour nous. Je ne lâcherai pas. Après avoir raccroché, Chloé resta longtemps immobile dans sa cuisine. Sa vie si bien ordonnée, ce duo qu'elle formait avec Manon, était sur le point d'être bouleversé. Lucas Dubois était revenu, et cette fois, il ne comptait pas repartir. La question était, le souhaitait-elle? Le lendemain, Lucas quitta l'hôpital avec une ordonnance de repos, de gestion du stress et une recommandation pour un suivi psychologique. Il ignora l'essentiel et se rendit directement chez son avocat. Il me faut un test de paternité, annonça-t-il à Pierre Lefebvre, associé principal du plus grand cabinet d'avocats de la ville. Et je le veux incontestable, légal, et utilisable en justice. Pierre, un homme élégant d'une 60aine d'années qui gérait les affaires de Lucas depuis des années, haussa un sourcil. Lucas, je dois vous prévenir, la procédure peut être complexe. Si la mère s'y oppose. Elle ne s'y opposera pas. Nous sommes d'accord pour faire les choses dans les règles, mais il me faut un document. Quelque chose d'officiel. Bien. Nous allons organiser un test ADN dans un laboratoire agréé. Vu les circonstances et l'accord de la mère, les résultats devraient être disponibles sous 72 heures. Pierre prit un bloc-notes. Abordons maintenant la suite, une fois la paternité établie. Les modalités de garde, la pension alimentaire, les droits de visite. Je ne veux pas me battre pour la garde, coupa Lucas. Chloé a élevé notre fille seule pendant 7 ans. Elle a été parfaite. Je ne vais pas débarquer et tenter de la lui enlever. C'est tout à votre honneur, Lucas, mais vous devez sécuriser vos droits parentaux. Il faut établir une garde légale, ne serait-ce que partagée. Alors ce sera une garde partagée. Je verserai une pension alimentaire rétroactive, je créerai un fonds pour l'avenir de Manon. Mais, Pierre, comprenez-moi bien. Ce n'est pas une question d'argent ou de droit. C'est une question d'une petite fille qui a le droit d'avoir ses 2 parents. Je ne ferai pas de cette histoire un champ de bataille. Le test ADN fut fixé au lendemain après-midi. Lucas rejoignit Chloé et Manon au laboratoire, un lieu aseptisé dans un immeuble banal. Manon déboula dans la salle d'attente en salopette et basket clignotante, ses couettes de travers. Monsieur Lucas. Elle lui sauta au cou, et Lucas sentit son cœur se briser de tendresse. Maman a dit qu'on venait t'aider pour un test. Tu es toujours malade? Non, mon trésor. Je vais beaucoup mieux. Lucas s'accroupit à sa hauteur, plongeant son regard dans des yeux qui étaient le portrait de ceux de sa mère, de sa grand-mère, les yeux des Dubois. Ce test, c'est pour vérifier que je suis en pleine forme. Ça ne fait pas mal du tout. Le test fut rapide. Un simple prélèvement salivaire pour chacun. Les échantillons furent scellés et expédiés. Manon, fascinée, posa 1000 questions sur l'ADN et la science. Après, Lucas proposa une glace. Ils se rendirent chez un petit glacier artisanal du quartier. Manon choisit fraises et vermicelle. Lucas, vanille. Chloé, après une hésitation, opta pour chocolat. Assis en terrasse,
sous le soleil de l'après-midi, Manon monopolisa la conversation, parlant de sa pièce de théâtre où elle jouait Mars, la planète rouge. De ses progrès en lecture et de ses difficultés en calcul. Lucas buvait ses paroles. Il apprit qu'elle adorait les papillons mais craignait les abeilles. Qu'elle voulait devenir vétérinaire. Que sa meilleure amie s'appelait Alice Dupont et avait 2 lapins. Il remarqua aussi d'autres choses. Ses baskets un peu trop justes. Le sac à main de Chloé rapiécé avec des épingles à nourrice. Le fait qu'elle commande les plus petites portions. Une gestion économe de l'argent qui en disait long sur leurs difficultés. Une envie folle le prit de tout régler, de les couvrir d'argent, de les installer dans sa grande maison bourgeoise et de leur offrir tout ce dont elles avaient manqué. Mais il vit la fierté dans le port de tête de Chloé, sa crispation quand il voulut payer les glaces, et il comprit que ce ne serait pas si simple. Il faudrait de la patience et de la délicatesse. Pendant les 3 jours d'attente des résultats, Lucas fut présent pour Manon. Il assista à sa pièce de théâtre, au fond de la cantine de l'école, regardant sa fille en costume rouge déclamer fièrement ses 2 répliques. Il lui offrit des marguerites, ses fleurs préférées, avait précisé Chloé. Il les invita à rendre visite à sa mère, Monique, dans son centre de rééducation. L'ambiance était chargée de non-dits, imperceptibles pour Manon, mais évidents pour les adultes. Monique prit la main de sa petite fille et lui raconta des anecdotes sur l'enfance de Lucas. « Ton papa serait si fier de toi », dit Monique à un moment, sans regarder son fils. Le visage de Manon s'illumina. « Tu crois ? Tu crois qu'il sait que j'existe ? Je crois que n'importe qui serait fier de te connaître, ma puce. Tu es une petite fille exceptionnelle. » Le 3e jour, Pierre Lefebvre appela. « Lucas, les résultats sont là. Probabilité de paternité de 99,99%. Vous êtes le père. » Assis dans sa voiture, sur le parking de son bureau, Lucas fixa le document sur son téléphone. 99,99%. Sa fille. Officiellement, légalement, sa fille. Il appela Chloé sur le champ. C'est officiel. Je suis son père. Un silence, puis une voix douce, je sais. On m'a appelé aussi. Il faut qu'on se voie. Tous les 3. Je crois qu'il est temps de lui dire. Un autre silence. Viens à l'appartement ce soir, après le dîner. On lui dira ensemble. Lucas arriva à 19h, un kit pour élever des papillons sous le bras. Quand Manon ouvrit, son cri de joie dut résonner dans tout l'immeuble. C'est pour moi ? Vraiment pour moi ? Vraiment pour toi, dit Lucas en entrant dans le petit appartement. Propre, mais modeste. Meublé de briques et de brocs. Le reflet d'une vie de sacrifice. Ils laissèrent Manon découvrir son cadeau pendant que Chloé préparait un thé et que Lucas, mal à l'aise, sentait que sa vie entière se jouait dans leur avenir. Puis Chloé appela Manon. « Mon trésor, Monsieur Lucas et moi avons quelque chose d'important à te dire. Viens t'asseoir. » Le visage de Manon se ferma, comme celui des enfants qui sentent la gravité d'un moment. Elle s'installa sur le canapé usé entre eux. « J'ai fait une bêtise ? » « Non, mon cœur, dit Lucas en lui prenant la main. Tu es merveilleuse. Mais ta maman et moi, on a quelque chose à t'annoncer. Une grande nouvelle. Chloé prit son autre main. Tu te souviens de tes questions sur ton papa ? Manon acquiesça. Tu m'as dit qu'il travaillait très loin. Je t'ai dit ça pour te protéger, mon bébé. Mais la vérité est un peu différente. La voix de Chloé trembla. En réalité, ton papa ne savait pas que tu existais. À cause d'un gros malentendu. Mais maintenant, il le sait. Et, Manon, ton papa, il est là. Manon était perdue. Là, où ? Lucas tourna doucement son visage vers lui. Là, Manon. C'est moi, ton papa. Un long silence. Manon le fixait, les yeux immenses. Lucas vit défiler sur son visage l'incompréhension, le doute, l'espoir, la peur, l'émerveillement. C'est toi, mon papa ? Sa voix était un souffle. Vraiment ? Vraiment. Je sais que je n'ai pas été là, et j'en suis terriblement désolé. Mais je ne savais pas, ma puce. Si j'avais su, j'aurais été là chaque jour. Pour ta naissance,
tes premiers pas, tes anniversaires. J'aurais été là. Les larmes coulaient sur les joues de Manon. J'ai toujours rêvé d'avoir un papa. J'en faisais le vœu à chaque anniversaire, à chaque étoile filante. Lucas pleurait aussi, la serrant dans ses bras, sa fille, pour la première fois. Un retour aux sources. Ton vœu est exaucé. Je suis là, et je ne repartirai plus. Je serai là pour tous tes anniversaires, tes spectacles, chaque instant. Je te le promets. Manon s'agrippa à lui, secouée de sanglots. Tu m'aimes? Même si on vient de se rencontrer? Je t'aime depuis que je sais que tu existes, dit Lucas avec passion. Et plus je te découvre, plus je t'aime. Tu es courageuse, gentille, intelligente. Je suis si fier d'être ton papa. Par-dessus la tête de Manon, il croisa le regard de Chloé. Elle pleurait aussi. Un mélange de joie et de deuil. Joie pour Manon. Deuil des années perdues. Et peut-être, une infime lueur d'espoir. L'espoir de reconstruire quelque chose sur les ruines du passé. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon. Lucas bouleversa sa vie. Il nomma son directeur général délégué qui PDG, délégua la moitié de ses tâches et réduisit ses heures de travail. Son équipe fut surprise, mais compréhensive, surtout quand il avoua avoir frôlé la mort par surmenage et comprit que la famille était plus importante que les bilans financiers. Il allait chercher Manon à l'école 3 fois par semaine, l'emmenait pour un chocolat chaud, l'aidait aux devoirs. Il apprit ses difficultés en calcul et ses facilités en lecture. Il découvrit son amour pour les blagues, même les plus nulles, et ses cauchemars de monstres, qu'il fallait chasser avec une lampe de poche en laissant la porte entr'ouverte de 10 centimètres. Il l'emmena à l'aquarium. Il lui apprit à faire du vélo. Et quand elle tomba et s'écorcha le genou, c'est lui qui la soigna, avec un pansement papillon. « Tu es un bon papa », lui dit-elle en le serrant fort. Il dut se détourner pour cacher ses larmes. Monique se rétablit bien. Chaque dimanche, Lucas et Manon lui rendaient visite. La grand-mère et la petite-fille devinrent inséparables. « J'ai toujours eu peur que tu finisses seule », lui confia Monique un jour. Trop obsédée par le travail, par peur de l'engagement, après ton père. Mais cette petite t'a changé. Elle t'a sauvé. C'est vrai, admit Lucas. Toutes les deux. Mais si sa relation avec Manon était idyllique, celle avec Chloé restait complexe. Ils étaient d'excellents coparents, cordiaux, efficaces. Mais un mur de méfiance et de douleur les séparait encore. Lucas voulait le faire tomber. Il était de plus en plus attentif à elle. À la façon dont elle attachait ses cheveux quand elle était tendue. À son dévouement pour les autres. À son sourire quand Manon riait. Il revoyait en elle la femme qu'il avait séduit 8 ans plus tôt, mais aussi la blessure qui les avait éloignés. Il chercha des moyens de l'aider qu'elle pourrait accepter. Apprenant que sa voiture était en panne, il lui offrit une Renault Clio d'occasion, prétextant qu'elle encombrait son garage. Elle prend la poussière, Chloé. Tu me rendrais service. Elle regarda la voiture, puis lui, les larmes aux yeux. Lucas, je ne peux pas accepter. Ce n'est pas de la charité. Tu es la mère de ma fille. Laisse-moi faire. Elle finit par accepter, à contre-cœur. Mais Lucas sentit que sa fierté en avait pris un coup, et il le regretta. 2 mois plus tard, il retourna voir son avocat. Il faut qu'elle déménage. Leur quartier est dangereux. Manon s'est fait agresser. Vous ne pouvez pas décider ça seul, Lucas. Alors je la convaincrai. Un adolescent a tenté de lui voler son sac. Elle a 7 ans, Pierre. Que proposez-vous? J'ai acheté un immeuble de rapport dans un quartier résidentiel verdoyant et sûr. Je vais lui proposer un appartement au prix du marché, avec un contrat de location standard. Et si elle refuse? J'insisterai. C'est ma fille, Pierre. Sa sécurité n'est pas négociable. La discussion avec Chloé fut tendue. Ils se retrouvèrent dans un café du quartier Saint-Pierre. Je ne cherche pas à te contrôler, commença-t-il. Mais Manon s'est fait agresser. Elle m'a dit qu'elle était tombée. Elle a menti pour ne pas t'inquiéter. Mais moi, je m'inquiète. Pour vous deux. J'ai acheté un immeuble, un investissement. Un appartement de 3 chambres est libre.
Je te le propose au prix du marché. Pas de cadeau. Juste un endroit sûr, avec une bonne école. Chloé resta longtemps silencieuse. Pourquoi as-tu acheté cet immeuble, Lucas? Parce que je savais que tu n'accepterais pas une aide financière, mais peut-être un arrangement équitable. Et parce que je voulais vous savoir en sécurité. Tu as acheté un immeuble entier pour nous offrir un appartement sans que ça ait l'air d'une aumône? Oui. Chloé eut un rire teinté de larmes. C'est la chose la plus folle et la plus touchante qu'on ait jamais faite pour moi. C'est un oui? C'est un je vais voir. Et Lucas? Merci de t'en soucier. Une semaine plus tard, elle accepta. Le déménagement fut un joyeux chaos. Lucas et Manon aidèrent Chloé à emballer. Le nouvel appartement était grand et lumineux. La chambre de Manon, 2 fois plus grande que l'ancienne, la comblait de joie. « Maman, j'adore ici », dit-elle le premier soir. C'est une vraie maison. Notre ancien chez nous était une vraie maison aussi, répondit Chloé. La maison, c'est là où on est ensemble. Je sais. Mais ici, il y a de la place pour papa aussi. C'était la vérité. Cette nouvelle vie avait de la place pour Lucas. Restait à savoir si Chloé était prête à la lui accorder. La réponse vint par petites touches. Un soir, Lucas apporta des pizzas et aida Manon pour un exposé sur les papillons. Chloé les surprit à la regarder avec une tendresse qui la bouleversa. Un matin, sa voiture refusa de démarrer. Lucas arriva avant le dépanneur et la répara lui-même. Un après-midi, Manon se cassa le poignet à l'école. Ils se précipitèrent tous les deux aux urgences, un front uni de parents inquiets. Pour les 8 ans de Manon, ils organisèrent une grande fête sur le thème des papillons. C'est le plus bel anniversaire de ma vie, dit-elle, parce que mes 2 parents sont là. Le mur entre eux se fissurait. Ils se mirent à dîner ensemble, tous les 3. Ils se racontaient leur journée. Le stress de Lucas, les joies et les peines de Chloé à l'hôpital. Ils reparlèrent du passé, de cette nuit, de cette attraction fulgurante. J'ai souvent pensé à toi, avoua Lucas un soir sur le balcon. Je me souvenais de ton rire, de ta franchise. Tu me donnais envie d'être un homme meilleur. Moi aussi, j'ai pensé à toi, admit Chloé. Même en te croyant le pire des salauds. J'ai pensé à cette nuit. À ce qui aurait pu être. Ou ce qui pourrait être, dit Lucas. Chloé, je retombe amoureux de toi. Le souffle de Chloé se coupa. Ne dis pas ça. J'ai peur. Peur que ce soit par culpabilité, par obligation. Peur de te faire confiance et de souffrir à nouveau. Il prit sa main. Tu es la femme la plus courageuse que je connaisse. Tu as élevé notre fille seule, tu l'as éduquée dans la bonté, et elle m'a sauvé la vie. Je ne te demande rien. Juste de savoir que tu comptes pour moi. Que tu as toujours compté. Et que j'aimerais voir où ça peut nous mener. Une petite voix les interrompit. Vous allez vous embrasser? Manon était là, en pyjama papillon. Les parents d'Alice, à l'école, ils sont mariés et ils s'embrassent tout le temps. Vous devriez le faire aussi. Lucas rit. C'est ton avis? Oui. Comme ça, vous tomberez amoureux, vous vous marierez, et on sera une vraie famille. On est déjà une vraie famille, ma chérie, dit Chloé. Mais ce serait mieux si vous étiez mariés. Papa n'aurait plus à partir le soir. Lucas regarda Chloé par-dessus la tête de Manon, un regard plein d'espoir. Chloé sentit ses dernières défenses céder. Et si on laissait les grands régler leurs affaires de grands, et que tu retournais au lit? Dit-elle en emmenant Manon. Après l'avoir recouchée, Lucas s'apprêtait à partir. Elle n'a pas tort, tu sais, dit-il à la porte. Sur le fait d'être une vraie famille. Je veux ça, Chloé. Pas juste être des coparents. Je veux les matins, les couchers, une vie avec vous deux. J'ai toujours peur. Sois-le. Je serai patient. Je regagnerai ta confiance. Mais s'il te plaît, pense qu'on pourrait avoir quelque chose de vrai. Il lui baisa le front et partit. Chloé resta longtemps sur le seuil. Le visage de Manon, les mots de Lucas. Tout conspirait à la faire céder. Et peut-être que ce n'était pas une si mauvaise chose. Le déclic eut lieu un soir d'octobre.
Lucas avait emmené Manon dîner chez sa mère, laissant à Chloé une soirée libre. Elle préparait une lasagne quand Monique l'appela. « Joins-toi à nous pour le dîner. J'ai fait à manger pour un régiment. Et tu es de la famille. » Chloé hésita. C'était franchir un cap. Mais elle accepta. Elle se rendit dans l'élégant quartier résidentiel de Monique. Lucas lui ouvrit, ravi. L'ambiance était chaleureuse. Ils dînèrent tous les quatre, et pour la première fois, Chloé ne se sentit plus simple coparente. Elle se sentit membre d'une famille. Après le repas, Manon lui montra les albums photos de Monique. La vie de Lucas défila sous ses yeux. C'était un garçon si sérieux, dit Monique en les rejoignant. Il a grandi trop vite. Manon lui réapprend à être un enfant. Et toi aussi, tu lui apprends, ajouta-t-elle. Tu lui apprends la vulnérabilité, l'espoir. Je sais qu'il t'a fait souffrir, mais il est devenu l'homme que j'espérais. En grande partie grâce à toi. Je n'ai rien fait. Tu lui as donné une fille qu'il aime. Une raison de changer. Et l'espoir d'une famille. Ce n'est pas rien. Quand Lucas revint, Manon demanda, « Papa peut venir me border ?» Lucas regarda Chloé. C'était un autre pas. « Bien sûr, dit-elle. » Il les suivit, et ils firent le rituel du coucher ensemble. Comme une vraie famille. « Merci de m'avoir laissé faire ça, dit-il dans le couloir. C'est normal. Je sais que c'est dur pour toi de me faire une place. C'est de moins en moins dur, admit Chloé. Puis, se lançant, tu veux un verre de vin? Le visage de Lucas s'illumina. Sur le balcon, elle lui dit, je suis fatiguée d'avoir peur, Lucas. En te voyant avec Manon, je vois l'homme que tu es devenu. Celui qui a acheté un immeuble pour nous protéger. Qui a réduit son temps de travail pour être un père. Je suis prête à essayer. À te laisser entrer. La main de Lucas se resserra sur la sienne. Vraiment? J'ai une peur bleue, mais oui. Alors j'ai une question. Chloé Leroy, veux-tu sortir avec moi? Un vrai rendez-vous? Juste nous deux. Les larmes montèrent aux yeux de Chloé. Oui. J'adorerais. Il sourit, et ce sourire illumina la nuit. Il se pencha et l'embrassa. Un baiser doux, hésitant, chargé de 8 ans de regrets et d'espoir. Puis le baiser s'intensifia, guérisseur, exaltant, parfait. Je rêve de faire ça depuis que je t'ai vu dans l'ambulance, dit-il. Et moi, j'en rêve depuis 5 minutes après, avoua-t-elle. J'étais trop têtue et effrayée. Et maintenant? Toujours effrayée. Mais pleine d'espoir. Et je crois que c'est un bon début. Leur premier rendez-vous eut lieu le week-end suivant, dans un charmant bistrot français. Ils parlèrent des heures, comblant les vides de ces 8 années. Puis ils se promenèrent dans le parc de la Gloriette, là où tout avait basculé. Cette nuit-là, demanda Chloé, as-tu ressenti la même chose que moi? Un coup de foudre? Oui, dit-il. J'ai senti que j'avais enfin trouvé ce que je cherchais. C'est ce que j'ai ressenti. Et je le ressens encore. Encore plus fort. Parce que maintenant, je te connais. Et j'aime tout de toi. Elle l'embrassa, un baiser plein de promesses. Quand ils récupérèrent Manon, leurs mains jointes et leur sourire en disaient long. Vous vous êtes embrassés. S'écria-t-elle. Comment tu sais? Demanda Lucas. Parce que vous avez l'air vraiment heureux. Comme dans les films. Alors, vous êtes amoureux? Lucas regarda Chloé. Elle acquiesça. Oui, ma puce. On va essayer. C'est la meilleure nouvelle du monde. S'exclama Manon en les serrant dans ses bras. On va être une vraie famille. Monique les regardait, émue. Il était temps, murmura-t-elle en souriant. Les 6 mois suivants furent un bonheur. Ils devinrent une famille. Dîner chez Monique, sortie aux eaux, devoirs, dispute pour la vaisselle. L'appartement de Chloé devint le leur. Les affaires de Lucas s'y installèrent. Il y passait presque toutes ses nuits. 9 mois après leur premier baiser, Monique annonça qu'elle vendait sa maison, trop grande pour elle. Je veux que vous l'ayez, dit-elle. Elle est faite pour une famille.
On n'a pas parlé de vivre ensemble, dit Lucas, nerveux. Alors par Léan, rétorqua Monique. On pourrait vraiment vivre dans la maison de mamie? Demanda Manon, les yeux brillants. Et si ça ne marche pas? Demanda Chloé à voix basse. Alors on avisera, dit Lucas. Mais je crois que ça marchera. Je crois qu'on sera enfin la famille qu'on aurait dû être. On peut? Insista Manon. Chloé regarda sa fille, Lucas, Monique. Elle avait déjà décidé, au fond d'elle. Oui, dit-elle. Faisons-le. Le déménagement fut une fête. Ils peignirent la chambre de Manon en violet.